Le second où mon fils a claqué la porte et jeté ma vieille valise en cuir sur la pelouse trempée, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi après des décennies de sommeil. La pluie détrempait mon plus beau manteau bleu marine pendant que Nathan tournait le verrou. Derrière la vitre, sa femme Claire affichait un petit sourire de victoire, comme si elle venait de remporter un concours dont personne d'autre ne connaissait l'existence. J'avais 61 ans, veuve depuis 4 mois, et apparemment désormais sans domicile. 12 années de silence à partir de cet instant allaient devenir le meilleur investissement que je n'ai jamais prévu de faire. Si tu regardes cette vidéo, abonne-toi tout de suite et dis-moi dans les commentaires d'où tu nous regardes, car ce qui s'est passé ensuite a transformé les ordures d'hier en une fortune de 11 millions de dollars. Je m'appelle Ruth Bennett, mais mes amis m'appellent Ruthie. À 73 ans, j'ai appris que la vengeance la plus douce ne se sert pas froide. Elle se savoure depuis le balcon de la maison la plus chère de Willow Ridge, en regardant de haut ceux qui m'ont autrefois regardé de haut. Le 17 octobre 2013. C'était le jour. J'habitais chez Nathan et Claire depuis exactement 94 jours après l'enterrement de mon mari Richard. Je faisais la cuisine, le ménage, je gardais mes petits-enfants Lily et Noah, et je leur remettais discrètement l'intégralité de ma retraite chaque mois, pour aider avec les factures. Puis Claire a décidé que je perturbais l'harmonie familiale. Nathan n'a même pas croisé mon regard quand il a porté mes affaires dehors. « Où suis-je censé aller ?» ai-je demandé. Claire a haussé les épaules. « Ce n'est pas mon problème, Ruth. » 20 minutes plus tard, j'étais dans un taxi avec 912 $, 2 valises et un carton de photos. En nous éloignant, j'ai vu Claire déjà en train de prendre les mesures de mon ancienne chambre pour y installer une salle de sport. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est qu'en me jetant dehors, ils allaient allumer un feu que je ne soupçonnais même pas encore. 6 ans plus tard, j'ai acheté le célèbre manoir Crestwood, la demeure de 1300 mètres carrés sur la colline que Nathan et Claire longeaient en voiture en plaisantant. Peut-être un jour. Ce jour est arrivé pour moi. Pas pour eux. Et le jour où ils se sont présentés sur mes nouvelles marches en marbre pour mendier? C'est là que la vraie histoire a commencé. Reste avec moi. Tu ne vas pas croire ce que j'ai fait ensuite. Le Starlit Motor Lodge sur la route 12 est devenu mon palais pendant cette longue semaine. 48 $ la nuit pour une chambre qui sentait l'eau de Javel et le regret. L'enseigne au néon bourdonnait comme un insecte mourant toute la nuit. Je me réveillais en cherchant Richard à côté de moi, oubliant qu'il était parti, oubliant que moi aussi j'étais partie de la seule famille qui me restait. Le réceptionniste, Monsieur Alvarez, a commencé à me glisser des sachets de café supplémentaires dès la 2e semaine. « Vous n'avez rien à faire ici, Madame B. » murmurait-il. Il avait raison. Mais je n'avais nulle part ailleurs où aller. Le matin, je marchais 3 kilomètres jusqu'à la bibliothèque municipale pour le Wi-Fi gratuit et le chauffage. J'envoyais des candidatures à tous les emplois qui acceptaient une femme de 61 ans avec trop d'expérience. Réceptionniste. Caissière. Femme de ménage de nuit. Personne ne rappelait. Jusqu'au jour où Marion, la patronne de Willow Ridge Vintage Market, a vu quelque chose en moi que personne d'autre n'avait vu. « Vous avez déjà fait de la comptabilité ?» m'a-t-elle demandé en regardant mon écriture soignée. 25 ans pour l'entreprise de construction de mon mari. Vous commencez lundi. 12 $ de l'heure. Ne soyez pas en retard. Mon premier chèque de 312 $ m'a donné l'impression d'avoir gagné au loto. J'ai acheté une plaque chauffante à 9 $ et des rideaux de friperie pour que la chambre 12 ressemble un peu moins à un tombeau. Tous les soirs je restais éveillée en pensant à Nathan et Claire qui dormaient tranquillement dans le lit que j'avais contribué à payer. J'aurais pu me recroqueviller et disparaître. Beaucoup de femmes le font. Mais quelque chose d'entêté en moi, la même entêtée qui avait mis de la nourriture sur la table quand Richard nous avait abandonnés en 1989, refusait de mourir dans ce lit de motel. Un matin, Marion a jeté 3 chaises anciennes cassées dans la benne derrière le magasin. La collecte des encombrants passe demain, a-t-elle soupiré. J'ai fixé ces chaises, du vrai noyer, sculptées à la main, juste sales et branlantes. Ça vous dérange si je les prends? Ai-je demandé. Elle a éclaté de rire. Faites-vous plaisir, Ruthie. Cette nuit-là, j'ai porté la première chaise sous la pluie, 2 étages par l'escalier extérieur. Ce que Marion ignorait, c'est qu'elle venait de me remettre la graine d'un empire. Comment 3 chaises poubelles sont devenues mes premiers 40 000 $ en un seul week-end, et l'instant où mon fils a compris qu'il avait commis la pire erreur de sa vie.
Ma chambre de motel de 22 mètres carrés s'est transformée en atelier. Papier de verre, colle à bois et outils de brocante occupaient chaque centimètre carré. Monsieur Alvarez menaçait de me faire payer un supplément pour l'assure sur la moquette. 3 semaines plus tard, les 3 chaises cassées étaient méconnaissables. Tech scandinave, réassises avec du velours émeraude acheté en solde. Je les ai postées sur des groupes Facebook locaux à 450 $ pièce. Elles sont parties en 9 minutes. Quand j'ai montré les photos des pièces finies à Marion, elle est restée bouche bée. Ruti, t'es une sorcière ou quoi? À partir de ce jour-là, chaque meuble invendable du magasin rentrait avec moi. Au bout de 4 mois, je louais un box de stockage 6 x 6 mètres et passais mes nuits à décaper de la peinture et à refaire des canages. J'ai quitté le Starlit pour un studio à 700 $ par mois au-dessus du salon de coiffure Ginoès qui sentait en permanence la brillantine et l'ail. Mais il y avait un balcon. Et sur ce balcon, j'ai construit mon premier vrai stock. Le bouche à oreille a fait le reste à Willow Ridge. La nouvelle dame du magasin vintage peut ressusciter les meubles morts. Bientôt, d'autres boutiques me déposaient leurs invendus. J'ai commencé à prendre 50% sur la revente. Un seul canapé victorien que j'ai sauvé m'a rapporté 4 800 $ de bénéfices en un week-end. Mon compte en banque, qui stagnait à 312 $ depuis des mois, a soudain dépassé les 5 chiffres. Je me suis offert mon premier vrai repas au restaurant. Entrecôte saignante avec un verre de vin rouge, et j'ai pleuré à table parce que personne n'était là pour me dire que je ne le méritais pas. Chaque assemblage parfait, chaque vernis français impeccable était un message envoyé à Nathan et Claire. Vous avez jeté quelque chose de précieux. Il suffisait juste d'un regard neuf pour le voir. Le moment où j'ai transformé mon petit bricolage en entreprise à 6 chiffres, et l'appel que je n'attendais plus de mon fils qui m'avait juré que j'étais trop vieille pour recommencer. En 2e année, j'avais des listes d'attente. Des magasins d'antiquités de 3 États me suppliaient de prendre leur rebut. Mon petit balcon débordait. Gino menaçait de m'expulser parce que les clients bloquaient son parking pour photographier mes pièces. Il me fallait un vrai local. J'ai poussé la porte du centre de développement des petites entreprises de Willow Ridge avec 28 000 $ d'économie et un rêve qui paraissait complètement fou. Victoria Ramirez a jeté un œil à mes chiffres et a lâché. Ruth, tu ne restaures pas des meubles. Tu résous un problème à plusieurs millions que personne d'autre n'a vu. Les jardineries jettent des plantes. Les magasins de meubles jettent des trésors. Même ces cités. Elle m'a aidé à monter un business plan pour Second Acte Restauration. Un système sous licence qui enseigne ma méthode exacte pour transformer des antiquités abîmées en pièces haut de gamme. La banque a éclaté de rire quand une femme de 63 ans a demandé un prêt de 180 000 $. Jusqu'à ce que je leur montre mes comptes. Approuvé en 11 jours. 6 mois plus tard, j'ouvrais un entrepôt de 750 mètres carrés en périphérie de la ville. J'ai embauché mes 3 premières employées. Toutes des femmes de plus de 50 ans à qui on avait dit qu'elles étaient trop vieilles. On portait des t-shirts où c'était écrit « Pas encore morte ». Chiffre d'affaires première année, 1,4 million de $. Deuxième année, 4,2 millions. Home Depot nous a signés pour des collections exclusives en upcycling. Du jour au lendemain, je voyageais en première classe pendant que Nathan et Claire trouvaient encore des excuses pour ne pas pouvoir s'offrir une maison plus grande. J'ai acheté une petite maison de 3 chambres à Willow Ridge, ma première propriété à moi depuis 15 ans. Le jour où j'ai accroché la pancarte « Vendu », je me suis plantée sur mon nouveau perron et j'ai murmuré dans le vide. Celle-ci est à moi. Personne ne pourra plus me la reprendre. Ce que j'ignorais, c'est que quelqu'un allait bientôt essayer de revenir en rampant. Prochaine partie, la visite secrète que Nathan m'a rendue à 2 heures du matin, complètement ivre, en me suppliant de rentrer à la maison, et la lettre qu'il m'a fait jurer de ne jamais montrer à Claire. C'était un mardi de novembre 2015, 2 ans presque jour pour jour après qu'il m'eut jeté dehors. Il était 2h17 du matin quand on a frappé à la porte de mon studio au-dessus du salon Ginoès. Nathan se tenait dans l'escalier extérieur, trempé par la pluie, les yeux injectés de sang, une bouteille de whisky à moitié vide à la main. « Maman, j'ai tout gâché », a-t-il sangloté avant même que j'ouvre complètement. Je l'ai fait entrer. Il puait l'alcool et le désespoir. Pendant 2 heures il a pleuré comme l'enfant de 8 ans qui courait dans mes bras quand son père nous avait abandonnés. Il m'a dit que la maison était vide sans moi. Que Claire passait son temps à dépenser l'argent qu'il n'avait pas.
Que les enfants demandaient pourquoi grand-mère Ruthie était partie en Floride sans dire au revoir, le mensonge qu'il leur avait servi. Puis il a sorti 3 feuilles de papier à en-tête de son travail, froissées et tachées de larmes. Lis-la plus tard. Mais surtout, ne la montre jamais à Claire. Elle me tuerait. Dans cette lettre, il écrivait noir sur blanc. Qu'il avait laissé Claire le manipuler pour me mettre dehors. Qu'il regrettait chaque seconde depuis ce jour-là. Qu'il avait peur de perdre sa femme si jamais il me faisait revenir. Et qu'il me suppliait de rentrer, même en secret, parce qu'il ne supportait plus la culpabilité. Je l'ai raccompagné à sa voiture à 4h30. Il tremblait tellement qu'il a failli tomber dans l'escalier. Promets-moi, maman. Pas un mot à Claire. J'ai promis. Le lendemain matin, j'ai plié la lettre en 4, je l'ai glissée dans une enveloppe Kraft et je l'ai rangée dans le coffret à bijoux que Richard m'avait offert pour nos 25 ans de mariage. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Nathan pendant 4 ans. Mais moi, j'ai continué à construire. L'entrepôt grandissait, les contrats pleuvaient, et chaque nouveau zéro sur mon compte en banque était une réponse silencieuse à ces larmes d'ivrogne. Jusqu'au jour où la nouvelle a explosé dans tout Willow Ridge. Ruth Bennett venait d'acheter le légendaire manoir Crestwood pour 5,1 millions de dollars, cash. Et là, devinez qui a soudain retrouvé mon numéro de téléphone? Le jour où Nathan et Claire se sont présentés à ma grille en fer forgé, avec les enfants, en prétendant que c'était juste pour féliciter, et ce que j'ai vraiment répondu quand ils ont demandé à entrer. Le samedi 14 septembre 2019, à 9h42 précise, la caméra de mon interphone a capturé la scène que j'attendais depuis 6 ans. Nathan, chemise trop serrée, cheveux grisonnants, l'air mal à l'aise. Claire, tailleur pantalon hors de prix, lunettes de soleil sur la tête même s'il pleuvait. Derrière eux, Lily, 15 ans, et Noah, 13 ans, mes petits-enfants que je n'avais vus qu'en photo volée sur les réseaux sociaux. J'étais dans ma cuisine de 60 mètres carrés, pieds nus sur le marbre chauffant, en train de me servir un café dans une tasse qui coûtait plus cher que leur loyer mensuel. J'ai laissé sonner 3 fois. Juste pour le plaisir. Puis j'ai ouvert la porte, mais pas la grille. Je suis restée derrière les barreaux en fer forgé comme une reine derrière son rempart. Maman, a commencé Nathan, la voix cassée. On a vu dans le journal que tu avais acheté Crestwood, a enchaîné Claire avec son sourire de commercial. On voulait te féliciter. C'est impressionnant. J'ai laissé le silence peser 10 bonnes secondes. Félicitations reçues. Autre chose? Lily a levé les yeux vers moi, timidement. Bonjour mamie Ruthie. Ce mot, mamie, m'a transpercé. Je n'avais pas entendu un enfant me l'appeler depuis 6 ans. Claire a repris, plus fort. On se disait, maintenant que tu as tout cet espace, peut-être qu'on pourrait reprendre contact? En famille? J'ai souri. Pas le sourire chaleureux. Le sourire froid. Reprendre contact. Intéressant. Vous avez attendu que je sois multimillionnaire pour retrouver le chemin de la famille, ou c'est une coïncidence? Nathan a blêmi. Claire a serré les mâchoires. On peut entrer? A-t-il tenté? Il pleut, les enfants sont trempés. J'ai appuyé sur le bouton qui ouvre la grille à distance, mais seulement de 5 centimètres. Juste assez pour qu'ils voient le hall immense derrière moi, le lustre en cristal, l'escalier en colimaçon. Non. Vous ne pouvez pas entrer. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Noah a murmuré. Papa, pourquoi mamie a l'air fâchée? Claire a fusillé son fils du regard. J'ai regardé mes petits-enfants droit dans les yeux. Vous voulez savoir pourquoi je suis fâchée? Demandez à vos parents de vous raconter ce qui s'est passé le 17 octobre 2013. Demandez-leur pourquoi ils ont dit à tout le monde que j'étais partie vivre en Floride alors que je dormais dans un motel à 20 minutes d'ici. Le silence était si lourd qu'on entendait la pluie tomber sur les feuilles des magnolias. Puis j'ai refermé la grille doucement. Quand ils vous auront dit la vérité, et seulement à ce moment-là, vous serez les bienvenus ici. Tous les deux. Seuls. J'ai tourné les talons. Derrière moi, j'ai entendu Claire exploser. Tu viens vraiment de nous faire ça devant les enfants? Et la voix de Lily, tremblante. Maman, c'est vrai? Vous avez vraiment mis mamie dehors? La conversation explosive dans mon salon où j'ai sorti la lettre de Nathan, et où Claire a découvert que son mari m'avait supplié en secret depuis des années. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Finalement, j'ai décidé d'ouvrir la grille. Pas par bonté. Par calcul.
Je voulais que Lily et Noah entendent la vérité de la bouche de leurs parents, et je voulais que Nathan et Claire n'aient plus aucune échappatoire. Je les ai fait entrer dans le grand salon aux fenêtres immenses qui donnent sur les 8 hectares de parc. Le feu crépitait dans la cheminée. Un feu de $3000 par mois en bois de chauffage, juste parce que je peux. Ils se sont assis sur mon canapé en soie crème comme s'ils avaient peur de le tacher. Claire n'arrêtait pas de regarder partout, évaluant chaque objet, chaque tableau, chaque mètre carré. J'ai servi du jus de fruits aux enfants. Rien aux adultes. Alors, ai-je demandé calmement. Vous leur avez dit, où je commence? Nathan a baissé la tête. Claire a serré les lèvres. Lily a pris la parole, la voix tremblante. Mamie, papa a dit que tu étais partie vivre avec Tata en Floride. Que tu ne voulais plus nous voir. J'ai hoché la tête lentement. Et toi, Noah, tu te souviens de moi? Il a secoué la tête. Pas vraiment. J'avais 7 ans. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la photo de la lettre de Nathan écrite en 2015. J'ai zoomé pour que tout le monde voie bien l'écriture tremblante de l'ivrogne. Puis j'ai posé le téléphone au milieu de la table basse en marbre, écran vers le haut. Lis à voix haute, Nathan. Lis ce que tu m'as écrit il y a 4 ans quand tu es venu frapper à ma porte à 2 heures du matin. Il a blêmi. Maman, s'il te plaît. Lis. Il a pris le téléphone d'une main tremblante. Chère maman, je suis désolé. J'ai laissé Claire me convaincre, je n'ai pas eu le courage de te défendre, la maison est vide sans toi, je t'en supplie reviens, même en cachette, je ne supporte plus la culpabilité. Claire a arraché le téléphone des mains de son mari. Son visage est passé du rose au blanc cadavérique. Tu es venu la voir? En cachette? Tu m'as supplié de la faire revenir alors que tu m'avais juré que c'était son choix? Nathan n'osait plus lever les yeux. Lily pleurait en silence. Noah fixait son père comme s'il le voyait pour la première fois. J'ai repris la parole, très calme. Vous avez volé 6 ans de ma relation avec mes petits-enfants. Vous avez menti, manipulé, et maintenant que je suis riche, vous voulez reprendre contact. Non. Ça ne marche pas comme ça. Claire a explosé. Tu crois que l'argent te donne le droit de nous humilier? J'ai souri. L'argent ne me donne rien. Il me protège. C'est différent. Prochaine partie. Le moment où j'ai proposé un marché impossible à Nathan et Claire, et où Lily a pris une décision qui a fait trembler toute la famille. Tu vas rester scotché. Le silence dans le salon était si dense qu'on entendait le tic-tac de l'horloge en bronze sur la cheminée, celle qui coûte plus cher que la voiture de Nathan. J'ai regardé Claire droit dans les yeux. Vous voulez une deuxième chance? Très bien. Voici mes conditions. Elles sont non négociables. J'ai levé un doigt. 1. Vous dites toute la vérité à Lily et Noah. Maintenant. Pas de version édulcorée. La vérité brute. 2 doigts. 2. Vous vous débrouillez seul. Pas un centime de ma part. Vous réglez vos dettes, vous trouvez un travail stable, vous apprenez à vivre avec vos choix. 3 doigts. 3. Quand, et seulement quand, vous aurez prouvé pendant au moins 2 ans que vous êtes capable de tenir debout sans me sucer le sang, on reparlera. Peut-être. Claire a ricané, la voix pleine de venin. Tu nous demandes 2 ans d'humiliation publique pour peut-être un café? Tu es devenue folle avec ton argent. J'ai haussé les épaules. L'humiliation, vous la vivez déjà. Je vous offre juste une porte de sortie honorable. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Nathan a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. C'est Lily qui a parlé en premier. Elle s'est levée, les larmes encore sur les joues, mais la voix ferme. Mamie, je peux venir te voir? Seule? Tous les week-ends? Claire a bondi. Hors de question. Tu ne vas pas? Lily l'a coupé net. J'ai 15 ans. Je décide. Tu m'as menti pendant 6 ans. Tu ne décides plus pour moi. Noah s'est levé à son tour, plus petit, mais déterminé. Moi aussi. Je veux connaître mamie. Vraiment. Claire est devenue rouge écarlate. Vous n'irez nulle part. On est une famille, on reste ensemble. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone près de la cheminée. Mon majordome, Louis, est apparu en 30 secondes. Louis, voulez-vous raccompagner monsieur et madame jusqu'à leur voiture, s'il vous plaît? Claire a hurlé. Tu n'as pas le droit de garder nos enfants. J'ai répondu calmement.
Je ne garde personne. Ils sont libres de partir avec vous. Ou de rester prendre le goûter avec moi. C'est leur choix. Pas le vôtre. Lily et Noah n'ont pas bougé d'un millimètre. Claire a compris qu'elle venait de perdre la bataille devant tout le monde. Elle a attrapé Nathan par le bras et l'a traîné vers la sortie en marmonnant des menaces. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière eux. Pour la première fois depuis 6 ans, j'étais seule avec mes petits-enfants. Et pour la première fois de leur vie, ils allaient entendre ma vraie histoire. Les 2 heures où j'ai ouvert les albums photos, servi des cookies maison, et où Lily a pleuré en découvrant qui était vraiment sa grand-mère avant qu'on l'efface de sa vie. Tu vas avoir les larmes aux yeux. La porte s'est refermée sur Nathan et Claire. Le silence qui a suivi était presque sacré. Lily et Noah se tenaient au milieu du grand salon, un peu perdus, comme 2 enfants qui viennent de découvrir que le monde qu'on leur a décrit n'a jamais existé. Je leur ai souri, le premier vrai sourire que je leur adressais depuis 6 ans. Venez. On va faire des cookies. Les mêmes qu'avant. Dans la cuisine, j'ai sorti le grand bol en céramique jaune que j'avais acheté spécialement pour ce jour-là. Farine, beurre, pépites de chocolat noir 70%. La recette que je faisais les yeux fermés quand Noah n'avait même pas encore de dents. Lily a mis un tablier trop grand pour elle. Noah a cassé les œufs avec précaution. Pendant que la pâte reposait au frigo, je suis allée chercher les albums photos dans la bibliothèque. Premier album, Nathan à 6 ans, déguisé en pirate sur mon épaule. Deuxième album, moi à 38 ans, 3 emplois, mais toujours présente à tous ces matchs de baseball. Troisième album, les premières photos de Lily bébé dans mes bras à la maternité, et puis plus rien après 2013. Lily a tourné les pages lentement. À chaque photo, ses larmes coulaient un peu plus. Tu étais là, tout le temps. A-t-elle murmuré. Noah a pointé une photo où je le portais sur mon dos dans le jardin. Je ne me souviens même pas de ça. Je leur ai raconté la vérité, sans colère cette fois. Juste les faits. Comment j'avais tout donné. Comment on m'avait mise dehors sous la pluie. Comment j'avais dormi dans un motel pendant qu'ils disaient à l'école que mamie était partie en Floride. Lily a refermé l'album d'un coup sec. Ils nous ont volé notre grand-mère. Je n'ai rien répondu. Je n'avais pas besoin. La vérité parlait d'elle-même. Les cookies sont sortis du four doré, fondant, parfait. Noah en a pris un, l'a regardé longuement, puis m'a serré dans ses bras si fort que j'ai failli lâcher la plaque. Je suis désolée qu'il t'ait fait ça, mamie. Lily a pleuré dans mon épaule pendant 10 minutes sans dire un mot. Quand ils sont repartis ce soir-là, ils m'avaient déjà programmé dans leur téléphone sous « Mamie cœur rouge ». Et moi, pour la première fois depuis 6 ans, j'ai pleuré dans mon immense maison vide, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Les week-ends où Lily et Noah venaient en secret, les cadeaux que je leur faisais, et la guerre froide que Claire a déclarée quand elle a compris qu'elle avait perdu ses enfants, et moi, j'avais gagné une famille à nouveau. Tu ne vas pas en revenir. Les samedis et dimanches suivants ont appartenu à Lily, Noah et moi. La grille s'ouvrait à 10 heures précises. Ils arrivaient en Uber, je payais, bien sûr, mais ils ne le savaient pas encore. Pas de parents. Jamais. Premier week-end, brunch sur la terrasse, puis cinéma privé dans la salle home cinéma, suivi d'une après-midi shopping où j'ai dit « Prends ce que tu veux », pour la première fois de leur vie. Lily est repartie avec un sac à main de créateur et des larmes dans les yeux. Noah avec la dernière PlayStation et l'impression d'être dans un rêve. Deuxième week-end, cours de cuisine avec mon chef privé, puis piscine chauffée et jacuzzi jusqu'à minuit. Troisième week-end, j'ai fait installer un petit atelier de restauration dans l'aile ouest. Noah a appris à poncer, Lily à choisir les tissus. Ils ont retapé ensemble une vieille commode Louis XVI que j'ai ensuite vendue 28 000 $. Je leur ai donné la moitié chacun. En liquide. Dans des enveloppes Kraft. À chaque départ, je leur glissais 500 $ d'argent de poche, pour les petits frais. À chaque retour, ils me rapportaient des dessins, des lettres, des « je t'aime » qu'on ne rattrape jamais totalement, mais qu'on peut recoller quand même. Chez eux, l'ambiance était devenue glaciale. Claire avait interdit mon nom à la maison. Elle fouillait leur téléphone, leur sac, leurs cahiers. Elle avait même menacé Lily de lui retirer son téléphone si elle continuait à fréquenter cette femme. Résultat, Lily et Noah ont créé un deuxième compte Instagram secret, @lilietnoah-mamie,
où ils postaient des stories de notre vie, le manoir, les cookies, les câlins. Plus de 3000 abonnés en un mois. La moitié de leur lycée. Un dimanche soir, Claire a découvert le compte. Elle a pété un câble, a pris la voiture, est venue tambouriner à ma grille à 22h30 en hurlant que j'étais en train de lui voler ses enfants. Je suis sortie en peignoir de soie, calme comme jamais. Claire, tes enfants ont 15 et 13 ans. Ils choisissent où ils veulent être. Et pour l'instant, ils choisissent la vérité. Pas toi. Elle a pleuré, crié, menacé d'avocat. Je lui ai répondu une seule phrase. Appelle tous les avocats que tu veux. J'ai les moyens de payer les miens jusqu'à la fin des temps. Elle est repartie en claquant la portière. Et moi, j'ai refermé la grille en sachant une chose. La guerre venait officiellement de commencer. Le jour où Nathan a perdu son travail, où la banque a menacé de saisir leur maison, et où ils ont osé revenir tous les deux, à genoux, me supplier de les sauver. Tu vas voir jusqu'où peut aller le culot. Janvier 2021. La pandémie avait frappé tout le monde, mais elle avait frappé Nathan et Claire encore plus fort. Nathan avait été licencié 6 mois plus tôt, officiellement restructuration, en réalité des notes de frais truquées et des mensonges accumulés. Claire avait brûlé 3 cartes de crédit supplémentaires pour maintenir les apparences. Leur maison était en procédure de saisie. Dernier délai, 42 jours. Un mardi matin à 8h07, la caméra de la grille m'a montré une scène que je n'oublierai jamais. Nathan et Claire, seuls. Pas de maquillage, pas de lunettes de soleil, pas de tailleur chic. Juste 2 personnes trempées par la pluie froide, l'air brisé. Nathan tenait une enveloppe à la main. Claire pleurait pour de vrai cette fois. J'ai laissé sonner l'interphone cette fois avant de répondre. Oui. Nathan a parlé d'une voix rauque. Maman, on a besoin de parler. S'il te plaît. J'ai ouvert la grille à pied. Pas en voiture. Je voulais qu'il marche les 400 mètres de l'allée sous la pluie. Je voulais qu'il ressente chaque goutte. Ils sont arrivés devant le perron, dégoulinants, tremblants. Claire a parlé la première, la voix cassée. Ruth, on va tout perdre. La maison, tout. On n'a plus rien. Nathan a tendu l'enveloppe. Dedans, l'avis de saisie définitive. On s'est dit, tu as tout cet espace. Peut-être qu'on pourrait emménager ici? Temporairement? Juste le temps de se remettre sur pied? J'ai éclaté de rire. Pas méchamment. Juste, sincèrement. Laissez-moi résumer. Vous m'avez mise à la porte avec 912 $ et 2 valises. Vous avez menti à vos enfants pendant 6 ans. Vous avez dépensé l'argent que vous n'aviez pas pour des vacances, des vêtements, des voitures. Et maintenant que vous êtes au fond du trou, vous voulez que je vous sauve? Silence. J'ai continué, très calme. Vous savez ce que j'ai fait quand j'étais au fond du trou? Je me suis relevé. Seul. Je n'ai supplié personne. Je n'ai pleuré devant aucune grille. Claire a craqué, on est désolé. On était jeunes, idiots, on avait peur. Vous aviez 38 et 35 ans. Pas 15. Nathan est tombé à genoux sur le marbre mouillé. Littéralement. Maman, je t'en supplie. J'ai regardé cet homme de 43 ans, trempé, à genoux devant moi, et j'ai senti, rien. Plus rien. La réponse que je leur ai donnée ce jour-là, la phrase qui a fait taire Claire pour toujours. Et la décision que Lily et Noah ont prise juste après. Tu vas rester bouche bée. La pluie tombait toujours. Nathan était à genoux, Claire pleurait, l'enveloppe de saisie collée à sa veste comme un drapeau blanc. J'ai descendu les 3 marches du perron et je me suis arrêtée juste devant eux, bien à l'abri sous l'auvent, au sec. Puis j'ai parlé, lentement, clairement, sans crier. Chaque mot a claqué comme un coup de marteau. Écoutez-moi bien, tous les deux. Vous voulez emménager ici? Très bien. Voici ce que je vous propose. Il y a une petite maison de gardien au fond du domaine, 85 mètres carrés, 2 chambres, un peu vieillotte. Je viens de la faire rénover. Elle est libre. Vous pouvez y vivre. Gratuitement. Loyer, charge, tout offert. À une seule condition. Vous n'aurez jamais la clé du manoir. Jamais. Vous ne passerez jamais cette grille sans mon autorisation expresse. Vous ne mettrez jamais un pied dans la grande maison. Vous ne direz jamais que vous vivez chez moi. Vous direz, on habite la maison du fond. Vous serez mes gardiens.
Vous tondrez la pelouse, vous taillerez les haies, vous nettoierez la piscine, vous ferez les courses quand je reçois. Vous travaillerez pour vivre ici. Comme j'ai travaillé pour survivre quand vous m'avez jeté dehors. Et si un jour vous avez envie de vous plaindre, vous vous souviendrez que moi, à 61 ans, j'ai dormi dans un motel à 48 $ la nuit. Et vous, à 43 et 40 ans, vous aurez un toit gratuit, l'eau chaude et la nourriture assurée. C'est ça, ou la rue dans 42 jours. Vous avez 10 secondes pour choisir. Silence total. Même la pluie semblait s'être tue. Nathan a relevé la tête, les yeux écarquillés. Claire a ouvert la bouche, puis l'a refermée. 10 secondes exactement. Je suis rentrée, j'ai refermé la porte sans bruit. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Lily. Mamie, ils viennent de nous appeler en pleurant. Ils ont accepté. Ils emménagent dans la maison du fond samedi. J'ai souri. Parfait. Alors préparez-vous, toi et Noah. Samedi prochain, on fera des cookies dans la grande cuisine. Et on regardera vos parents tondre la pelouse depuis la terrasse. Le premier week-end où Nathan et Claire ont emménagé dans la maison de gardien, et la leçon d'humilité que je leur ai servie avec le café. Tu vas adorer la tête qu'ils ont faite. Samedi matin, 7h30. Un camion de déménagement minuscule s'est garé devant la maison de gardien. 2 employés, 3 cartons, un canapé qui a connu des jours meilleurs. C'est tout ce qui restait de leur vie d'avant. J'ai regardé la scène depuis la fenêtre de ma chambre, café à la main, en robe de chambre en cachemire. Nathan portait les cartons. Claire traînait une valise Louis Vuitton éraflée comme si elle avait honte qu'on la voie. À 8 heures précises, je leur ai envoyé un SMS. Bienvenue. Tondeuse dans le garage numéro 3. Pelouse avant midi. Clé de la maison de gardien sur la table de l'entrée. Pas de double des clés du manoir. Jamais. Bon courage. À 10 heures, Lily et Noah sont arrivés en Uber, excités comme des puces. Je leur ai ouvert la grille, je les ai serrés dans mes bras, puis je les ai installés sur la terrasse avec des chocolatines chaudes et des jus d'orange frais. Vue imprenable sur la pelouse, et sur leurs parents qui poussaient la tondeuse sous un soleil déjà brûlant. Lily a éclaté de rire la première. Regardez papa, il n'a jamais tondu de sa vie. Noah filmait avec son téléphone. Je mets ça en story privée. J'ai haussé les épaules. Fais comme tu veux, mon cœur. C'est votre histoire aussi. À midi pile, la pelouse était tondue, à peu près. Des bandes de travers, des coins oubliés. Je leur ai fait porter un plateau par Louis, 2 bouteilles d'eau glacée et un post-it. Prochaine fois, on fait les bordures. Reposez-vous 30 minutes, puis la piscine. Claire a lu le mot, a levé la tête vers la terrasse. Nos regards se sont croisés à 200 mètres. Elle a serré les dents. Je lui ai souri et j'ai levé ma tasse de café comme pour trinquer. Lily a crié depuis la terrasse. « Mamie, on peut aller leur dire bonjour ?» J'ai répondu. « Bien sûr. Mais seulement 5 minutes. Après, on fait des cookies. » Les enfants ont couru vers leurs parents. Je les ai regardés de loin, câlin gêné, explication bafouillée, Claire qui essayait de garder la tête haute. Quand ils sont revenus, Noah m'a dit tout bas. Papa a dit que c'était temporaire. Je lui ai répondu que toi, tu avais dit aussi longtemps que nécessaire. J'ai ri. Exactement, mon trésor. Le soir où Claire a frappé à ma porte pour la première fois, et la conversation que personne n'aurait cru possible 6 mois plus tôt. Tu vas ver. 3 mois plus tard, un soir de mai, 22h47 précise. On a sonné à la grande porte. Pas l'interphone de la grille. La vraie porte du manoir. Sur l'écran de vidéosurveillance, Claire. Seule. Pas de maquillage, cheveux attachés, vieux sweat de Nathan, baskets usées. Elle tenait une petite boîte en carton dans les mains. J'ai ouvert. Elle a baissé les yeux immédiatement. Je sais qu'il est tard. Je ne serais pas venue si. Je t'ai fait un gâteau. Aux pommes. Comme tu les aimais avant. J'ai regardé la boîte. Elle tremblait légèrement. Je me suis écartée. Entre. Elle a franchi le seuil comme si elle marchait sur des œufs, impressionnée par le hall qu'elle n'avait vu que de loin. Je l'ai conduite à la cuisine, la petite cuisine du quotidien, pas la grande salle à manger. Je voulais qu'elle soit mal à l'aise. Juste un peu.
J'ai mis l'eau à chauffer. Silence total. Elle a fini par parler, la voix basse. Je suis venue dire merci. Et m'excuser. Pas pour la forme. Pour de vrai. Je n'ai rien répondu. J'ai sorti 2 tasses. Ces 3 mois, tondre, nettoyer, faire les courses, vivre dans 85e, je n'avais jamais compris ce que c'était de travailler vraiment. Je passais mes journées à dépenser l'argent que Nathan ramenait en me plaignant qu'il n'y en avait jamais assez. Et toi, tu avais 3 emplois quand il était petit. L'eau a bouilli. J'ai versé le thé. Elle a continué. L'autre jour, Noah m'a dit « Maman, tu te souviens quand tu disais que mamie était égoïste de partir ?» J'ai eu honte. Tellement honte. Elle a ouvert la boîte. Le gâteau était un peu écrasé sur un côté, mais il sentait exactement comme avant. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de me laisser essayer de réparer. Pas pour le toit. Pour moi. Pour les enfants. J'ai pris une part de gâteau. Je l'ai goûté. C'était parfait. J'ai reposé la fourchette. Claire, le pardon, ça ne se donne pas en une soirée. Mais la possibilité de le mériter? Ça, oui. Tu continueras à travailler ici. Tu continueras à vivre dans la maison du fond. Et un jour, peut-être, tu auras gagné le droit de franchir cette porte sans frapper. Mais pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Merci, Ruth. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la sortie. En refermant la porte, j'ai souri dans le noir. Le chemin était encore long. Mais pour la première fois, elle venait de faire le premier pas toute seule. Prochaine partie, le jour où Nathan a découvert que Claire venait me voir en secret, et la décision qui a changé la famille pour toujours. Tu ne vas pas croire ce qu'il a fait ensuite. Un samedi de juillet, peu après midi. J'étais en train de déjeuner avec Lily et Noah sur la terrasse quand Nathan est apparu au bout de l'allée, en sueur, tondeuse éteinte derrière lui. Il n'avait pas l'air content. Il a marché droit vers nous, le visage fermé. « Claire est encore venue te voir hier soir ?» a-t-il lancé sans préambule. J'ai posé ma fourchette. Oui. Elle m'a apporté un gâteau et elle s'est excusée. Encore. Nathan a serré les poings. Elle me l'a caché. Elle me dit qu'elle va faire un tour, et elle vient ici. Chez toi. En cachette. Lily a levé les yeux au ciel. Noah a murmuré. « Papa, arrête. » Mais Nathan était lancé. « Tu es contente, hein? Tu nous as séparés. Tu as monté mes propres enfants contre moi. Tu as transformé ma femme en... » Il n'a pas trouvé le mot. Je me suis levée lentement. « Nathan. Regarde-moi. Il y a 7 ans, tu es venu chez moi à 2 heures du matin, ivre, en pleurant, en me suppliant de revenir. En cachette de Claire. Tu m'as écrit une lettre de 3 pages où tu disais que tu avais choisi sa commodité plutôt que ta mère. Tu te souviens? Il a blêmi. Aujourd'hui, c'est Claire qui fait le chemin. Seule. Sans orgueil. Elle vient s'excuser. Elle travaille. Elle accepte ses erreurs. Et toi, tu es encore en colère parce qu'on te demande de regarder la vérité en face. Silence. Lily s'est levée à son tour. Papa, maman change. Vraiment. Et toi, tu fais quoi? Tu continues à râler pendant que mamie nous a tout donné? Noah a ajouté, tout bas. Tu devrais peut-être essayer de faire comme maman. Venir parler à mamie. Sans crier. Nathan a regardé ses enfants. Puis moi. Puis la grande maison derrière moi. Pour la première fois, il a eu l'air petit. Il a lâché la poignée de la tondeuse. Elle est tombée dans l'herbe. Je reviens tout à l'heure, a-t-il murmuré. Il est reparti vers la maison du fond, tête baissée. 2 heures plus tard, il était devant ma porte. Seul. Propre. Rasé. Chemise repassée. Il tenait la lettre de 2015 dans une enveloppe neuve. Je te la rends. Je n'ai plus besoin de la cacher. Je viens te demander pardon. Pas pour le toit. Pour tout le reste. La conversation que Nathan et moi avons eue ce soir-là dans le bureau, et la promesse que je lui ai faite, et que je n'aurais jamais cru tenir un jour. Tu vas être ému. 20h30. J'ai fait entrer Nathan dans le bureau lambrissé de Noyer, là où je signe les contrats à 7 chiffres. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic lourd. Il tenait toujours l'enveloppe de la lettre de 2015 comme si elle brûlait.
Assieds-toi, ai-je dit. Il s'est assis sur le bord du fauteuil en cuir, comme un élève convoqué chez le directeur. J'ai pris place derrière le grand bureau. Silence. Il a commencé, la voix tremblante. Maman, je suis désolée. Pas juste pour t'avoir mise dehors. Pour tout. Pour avoir choisi la facilité. Pour avoir menti aux enfants. Pour avoir laissé Claire décider à ma place. Pour être venue te supplier en secret au lieu d'avoir le courage de le faire au grand jour. Je suis désolée d'avoir été un fils minable. Il a posé l'enveloppe sur le bureau. Je n'ai aucune excuse. J'étais faible. J'avais peur de perdre ma femme, ma vie confortable. Et j'ai perdu ma mère. Il a levé les yeux, plein de larmes. Je ne te demande pas de me pardonner ce soir. Je te demande juste la permission de mériter un jour d'être ton fils à nouveau. J'ai laissé le silence durer. Longtemps. Puis j'ai ouvert le tiroir du bureau, j'en ai sorti un dossier. Voici un contrat de travail. CDI 3200 € net par mois. Tu seras responsable de l'entretien complet du domaine et tu m'assisteras sur les nouveaux projets second acte restauration. Tu commenceras lundi. Tu vivras toujours dans la maison du fond. Tu n'auras toujours pas les clés du manoir. Mais tu auras un salaire, une dignité, et la possibilité de regarder tes enfants dans les yeux sans honte. Il a fixé le contrat comme s'il était écrit en or. Et Claire. Claire a déjà signé le sien la semaine dernière. Elle gère la boutique en ligne. Elle est douée. Très douée. Il a souri à travers ses larmes. J'ai continué. Une dernière chose. Tous les vendredis soirs, tu viendras dîner ici. Avec Claire. Avec Lily et Noah. Dans la grande salle à manger. Et un jour, quand tu auras prouvé que tu as changé pour de bon, je te donnerai une clé. Pas celle du manoir. Celle de la porte qui mène directement de la maison du fond à la cuisine. Comme ça, tu pourras entrer sans frapper. Comme un fils. Il a pleuré pour de bon. Je me suis levée, j'ai fait le tour du bureau, et pour la première fois en 9 ans, je l'ai pris dans mes bras. Le premier dîner du vendredi soir, et le moment où Claire a fait quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Tu vas avoir la gorge serrée. Le premier vendredi soir, 19h30 précise. La grande salle à manger était éclairée par les 2 lustres en cristal et les bougies que j'avais fait disposer partout. Table de 12 mètres, nappe blanche, argenterie, fleurs fraîches. Je voulais qu'il se sente à la fois impressionné et mal à l'aise. C'était le but. Nathan et Claire sont arrivés par la porte de service, habillés simplement mais soigneusement. Lily et Noah, eux, sont passés par la grande entrée, déjà comme chez eux. Je les ai accueillis dans le hall. J'ai serré les enfants dans mes bras, puis j'ai tendu la main à Nathan et Claire. Pas d'étreinte. Pas encore. On s'est assis. Louis a servi l'entrée, veloutée de potimarron et Saint-Jacques poêlé. Pendant 5 minutes, on n'a entendu que le bruit des cuillères. Puis Claire a reposé la sienne, s'est levée, et a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle s'est mise à genoux. Littéralement. À côté de ma chaise. Elle a sorti une petite boîte en bois de sa poche. Ruth, je te demande pardon. Pas avec des mots que tu as déjà entendus 1000 fois. Avec ça. Elle a ouvert la boîte. Dedans, la clé de leur ancienne maison. Celle qu'ils avaient perdue à cause de la saisie. Je l'ai rachetée hier. Avec mon premier salaire complet de la boutique en ligne. J'ai mis toutes mes primes, tous mes bonus. La maison est vide, en mauvais état, mais elle est à nous à nouveau. Et la première chose que je veux faire, c'est te la redonner. Parce que tu avais raison, on n'avait rien mérité tant qu'on ne savait pas ce que ça coûte de tout perdre. Elle a posé la clé devant mon assiette. On ne veut plus jamais dépendre de personne. On veut juste être une famille. Vraiment. Si tu nous acceptes. Nathan s'est levé à son tour, les larmes aux yeux. Il a sorti une deuxième clé de sa poche, celle de la maison du fond, toute neuve. Et celle-ci, on te la rend aussi. On reste tant que tu veux qu'on reste. Mais on ne veut plus que ce soit par pitié. On veut que ce soit par choix. Le tien. Lily et Noah pleuraient en silence. J'ai pris les 2 clés. Je les ai posées côte à côte. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai pris la 3e clé dans ma poche, la clé de la porte directe entre la maison du fond et la cuisine du manoir. Je l'ai posée devant Nathan et Claire. Bienvenue à la maison.
Pour de bon. Le jour où j'ai officiellement signé les papiers qui ont fait de mes associés, et le moment où toute la ville a découvert que la femme qu'on avait jetée à la rue était devenue la patronne de ceux qui l'avaient trahi. Tu vas applaudir. 1 an plus tard, septembre 2023. Le grand bureau du siège de Second Acte Restauration, 2000 m² flambant neuf en centre-ville de Willow Ridge. Sur la porte vitrée, 3 plaques dorées. Ruth Bennett, fondatrice et présidente. Nathan Bennett, directeur des opérations. Claire Bennett, directrice créative et e-commerce. Oui, vous avez bien lu. Ce matin-là, devant le notaire, j'ai signé les papiers qui leur transféraient 18% chacun des parts de l'entreprise. Pas un cadeau. Un contrat. Avec des objectifs précis, des clauses de performance et une condition claire. S'ils retombent dans l'orgueil ou la paresse, les parts retournent dans mon coffre. Mais ils n'ont pas bronché. Ils ont signé, les mains tremblantes, les yeux brillants. Après la signature, j'ai fait venir toute l'équipe 87 employés maintenant dans l'amphithéâtre. J'ai pris le micro. Il y a 10 ans, on m'a jeté dehors avec 2 valises. Certains d'entre vous savent qui l'a fait. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont mes associés. Parce qu'elles ont travaillé, pleuré, tondu des pelouses, nettoyé des piscines, et surtout, elles ont changé. Je ne pardonne pas pour être gentille. Je pardonne parce que je peux. Et parce que la rédemption, quand elle est réelle, mérite d'être célébrée. Applaudissements. Larmes. Photos. Le soir même, le journal local a titré en une. La femme qu'on avait mise à la porte rachète la ville, et embauche ceux qui l'ont trahi. Les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de messages. C'est la plus belle revanche que j'ai jamais vue. Non, ce n'est pas une revanche. C'est une résurrection. Le lendemain, Claire est venue me voir dans mon bureau, un dossier à la main. Ruth, on a une idée. On veut créer une nouvelle branche. Second Acte Fondation. On prend 5% des bénéfices chaque année pour financer des formations gratuites à la restauration de meubles, pour les femmes de plus de 50 ans qu'on a mises au rebut. Comme toi. Et on veut que tu sois la première marraine. J'ai regardé Nathan. Il hochait la tête, ému. J'ai souri. Validé. Et le premier centre portera ton nom, Claire. Parce que toi aussi, tu as eu une deuxième chance. Le jour où Lily et Noah ont fêté leurs 18 et 16 ans dans le manoir, et le discours que je leur ai fait qui a fait pleurer toute la salle. Tu vas avoir besoin de mouchoirs. Le grand salon du manoir Crestwood, décoré comme un conte de fées. Guirlandes de lumière, table dressée pour 120 personnes, orchestre live, photobooth, bar à cocktail sans alcool pour les mineurs. Lily devenait majeure. Noah fêtait ses 16 ans en même temps. Double anniversaire, double émotion. Lily portait une robe longue champagne que Claire et moi avions choisie ensemble à Paris 3 mois plus tôt. Noah, costume sur mesure, cravate desserrée, sourire jusqu'aux oreilles. À 22h30, j'ai tapé sur mon verre avec une petite cuillère. Silence immédiat. Je me suis levée, micro à la main, au milieu de la piste. Ce soir, je ne vais pas parler longtemps. Mais j'ai besoin que tout le monde écoute. Surtout vous deux. Je me suis tournée vers Lily et Noah. Il y a 9 ans, on m'a volé ma place de grand-mère. On vous a volé votre mamie. On nous a volé des câlins, des anniversaires, des Noëls, des histoires du soir. Et pourtant, regardez-nous aujourd'hui. On a rattrapé le temps perdu. On a même fait mieux. On l'a transformé en quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau. Des larmes coulaient déjà sur les joues de Lily. Lily, ma grande, tu es la preuve vivante que l'amour gagne toujours quand on choisit la vérité. Noah, mon petit homme, tu es la preuve que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Et vos parents? Je me suis tournée vers Nathan et Claire, debout côte à côte, main dans la main. Vos parents sont la preuve que les gens peuvent changer. Vraiment changer. Pas avec des mots. Avec des actes. Avec des pelouses tondues, des excuses sincères, des nuits blanches à travailler pour mériter la confiance perdue. J'ai levé ma coupe. Alors ce soir, je ne trinque pas à l'argent, ni au manoir, ni même à la réussite. Je trinque à la famille qu'on a reconstruite, brique par brique, larme par larme, cookie par cookie. Je trinque à la deuxième chance qu'on s'est tous donnée. Et je trinque à vous, les enfants, qui n'avez jamais cessé de croire que l'amour valait plus que l'orgueil. La salle entière s'est levée. Applaudissements,
Larmes, étreinte. Lily s'est jetée dans mes bras. Mamie, merci d'être revenue dans nos vies. J'ai répondu dans son oreille. Merci à toi de m'avoir attendu. Le jour où j'ai officiellement transmis l'entreprise à la génération suivante, et le message que j'ai laissé à toutes les femmes qui regardent cette histoire en se disant « Moi aussi, j'ai été jetée. Tu vas vouloir le partager partout. » Octobre 2025. Le grand amphithéâtre de Second Acte Restauration, plein à craquer. 300 employés, toute la famille, les caméras, la presse locale. Sur l'écran géant, le nouveau logo apparaît. Second Acte Éco. Propriété familiale Lily Bennett, présidente. Noah Bennett, directeur général. Ruth Bennett, fondatrice et présidente d'honneur. J'ai 73 ans aujourd'hui. J'ai signé les derniers papiers ce matin, je leur transmets 71% de l'entreprise. Je garde 29% pour continuer à veiller, mais la barre est désormais entre leurs mains. J'ai pris le micro une dernière fois. Quand j'avais 61 ans, on m'a jeté dehors sous la pluie avec $912 et 2 valises. On m'a dit que j'étais finie. Trop vieille. Trop usée. Un fardeau. Ce jour-là, j'ai décidé que ma vie ne s'arrêterait pas à leur jugement. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Une entreprise qui pèse 28 millions de dollars par an. Des ateliers dans 7 pays, des milliers de femmes de plus de 50 ans qui ont retrouvé un métier, une dignité, une deuxième vie grâce à nos formations gratuites. Tout ça est né d'un refus. Le refus de croire qu'on est fini quand quelqu'un nous jette. J'ai regardé Lily et Noah, debout à côté de moi, les yeux brillants. À vous maintenant. Continuez à donner des deuxièmes chances. À des meubles. À des gens. À vous-même. Et surtout, n'oubliez jamais. On ne mesure pas une vie à ce qu'on nous enlève, mais à ce qu'on décide de construire avec les morceaux qu'il reste. La salle s'est levée. Tonnerre d'applaudissements. Puis j'ai pris la télécommande et j'ai lancé la dernière diapositive. Une phrase en énormes lettres blanches sur fond noir. Si tu regardes cette histoire et que tu te dis « Moi aussi, on m'a jeté, on m'a dit que j'étais fini. » Alors écoute-moi. Tu n'es pas fini. Tu es juste au début de ta deuxième vie. Lève-toi. Commence petit. Un meuble, une plante, une idée, un pas. Et un jour, tu regarderas derrière toi. Et tu verras que ceux qui t'ont jeté te regardent désormais d'en bas. J'ai posé le micro. Standing ovation. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir, fais 3 choses maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Partage cette série à une femme qui a besoin de l'entendre, ta mère, ta sœur, ton ami, ou même toi dans 6 mois. Écris dans les commentaires, je commence ma deuxième vie aujourd'hui. Parce que ta deuxième chance ne commence pas demain. Elle commence au moment où tu décides qu'on ne t'effacera plus jamais. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À très bientôt pour de nouvelles histoires vraies de femmes qui se sont relevées. Je t'embrasse fort. Ruti Cœur Rouge.